Bonjour et bienvenue dans Tête à Tête sur France 24. Notre invité aujourd'hui est Ehud Barak, ancien Premier ministre, ministre de la Défense et chef des armées israéliennes. Il est avec nous depuis Tel Aviv. Ehud Barak, merci beaucoup. Merci à vous. Pour la première fois, l'Iran a frappé directement Israël avec des drones, avec des missiles. Est-ce que c'est le premier chapitre d'une guerre entre Israël et l'Iran? Pour moi, la réponse est clairement non. Ce ne sera clairement pas une guerre. Cette attaque sans précédent de l'Iran s'est soldée par un échec total grâce au déploiement précoce de nombreuses forces, surtout notre défense anti-aérienne. Nous avons également reçu une formidable aide de la part des États-Unis, des Britanniques et vous, des Français, et de différents pays au Moyen-Orient. Nous vous sommes reconnaissants d'ailleurs. En raison de cet échec total, en raison de l'échec total de cette attaque de grande ampleur, eh bien, je pense qu'il n'est pas nécessaire et qu'il n'y a pas de volonté à se lancer dans une guerre de grande ampleur. Israël va très certainement répondre en attaquant le sol iranien, mais à mon sens, la riposte sera très calibrée afin d'éviter une escalade du conflit. Donc votre jugement, c'est qu'Israël ne devrait pas répondre massivement à l'Iran pour éviter une guerre régionale. Absolument. Ce n'est pas nécessaire, bien évidemment, il y a une certaine volonté d'agir. Mais quoi qu'il en soit, j'espère que cette action n'entraînera pas de guerre. Je ne peux pas le garantir à 100%, évidemment. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, Israël a une occasion à saisir. Israël fait partie de cette coalition que nous avons vue en action, et c'est une formidable occasion pour Israël d'appartenir à un axe de pays sunnites autocratiques modérés. Israël, ces pays, les États-Unis, avec la participation de membres importants de l'OTAN également, ces pays peuvent faire front face à l'axe de pays malveillants avec l'Iran, le Hezbollah, le Hamas, les Houthis au Yémen, probablement appuyés par la Russie. Voilà la bonne direction à prendre pour nous. Pour maintenir cette coalition, évidemment, nous ne pouvons pas agir simplement sur les intérêts ou selon les volontés uniques d'Israël. Est-ce que l'Iran a échoué parce que Téhéran ne voulait pas frapper Israël ou parce que Téhéran ne pouvait pas frapper Israël? Très clairement, il ne pouvait pas, il n'avait pas les capacités. Il y a eu environ 350 drones qui ont été envoyés, des engins volants sans pilote qui se sont dirigés vers Israël. Près de la moitié des missiles balistiques, les missiles avec la plus grosse charge d'explosifs. Donc sur tous ces missiles, environ 40% sont tout simplement tombés et n'ont pas pu faire tout le trajet. Sans aucune intervention extérieure, ils sont tombés sur le sol iranien et en Irak également, en Jordanie. Les Américains, quant à eux, ainsi que les Britanniques et les Français, ont intercepté d'autres missiles avant même qu'ils atteignent le ciel israélien. Peut-être 3, 4, 5, 6 missiles sont arrivés en Israël. Donc, plus de 90% des missiles balistiques ont été interceptés. Pour les drones, c'est un chiffre encore plus important. De même pour les missiles de croisière. Et donc, c'était un échec total et une belle réussite de la part d'Israël. Et c'est une bonne dissuasion pour les prochaines fois. Si les Iraniens ne modifient pas leur technique d'attaque, eh bien, ils seront à nouveau voués à l'échec.
D'après l'Iran, cette opération a été menée en réponse à des frappes israéliennes sur son ambassade à Damas, qui a tué plusieurs officiers du corps des gardiens de la Révolution. Est-ce qu'Israël s'est trompé, ne s'est pas rendu compte que l'Iran pourrait frapper Israël en réponse? Est-ce qu'Israël s'est trompé? Alors tout d'abord, j'aimerais clarifier une chose. Techniquement, les infrastructures qui ont été frappées étaient une annexe de l'ambassade, utilisée par des groupes terroristes qui travaillaient pour le compte d'un autre pays. C'est en fait les Iraniens qui mènent des activités terroristes depuis la Syrie. Alors ceci étant dit, les autorités israéliennes, les services de renseignement et le leadership n'ont pas réussi à évaluer ou ont plutôt sous-estimé ce que pourrait être la riposte iranienne face à une attaque contre une personne aussi haut placée. La cible principale était un général, Zahadi ou Mahdawi, il a différents noms. Ce général était une personne très haut placée. Et Israël a fait preuve d'arrogance, et cette arrogance a humilié le leadership iranien. Et donc, le leadership iranien s'est retrouvé dans une situation où il n'avait pas d'autre choix que de riposter. Aujourd'hui, nous voyons que ce leadership n'a pas réussi à anticiper ce que faisait le Hamas. Alors, voilà l'avertissement que j'aimerais nous lancer à nous-mêmes. Il faut toujours avoir une bonne marge de manœuvre en termes de sécurité lorsque l'on décide de réagir à une telle attaque, à cette attaque de missiles. Le leadership a déjà sous-estimé le Hamas le 7 octobre, sous-estimé les Iraniens le 1er avril. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous permettre de sous-estimer à nouveau les intentions du Hamas. Ce manque de prudence a probablement causé ces conséquences. Il faut réfléchir la tête froide, réfléchir avant d'agir. En parlant de Gaza, cela fait 6 mois de guerre pour éradiquer le Hamas et libérer les otages. Comment est-ce que vous jugez la situation à Gaza? Je pense que la situation des otages est le sujet le plus pressant. Notre leadership, Benjamin Netanyahou, disent « Oh, nous sommes à 2 doigts de la victoire totale. La victoire nous attend. La victoire est demain. » Mais ce n'est pas vrai. D'un point de vue objectif, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai objectivement. Pour évacuer de la zone de Rafah 750 000 personnes ou quelque chose comme ça pour permettre une opération sans causer trop de dégâts collatéraux, ça pourrait prendre 1 mois, au moins. Et si on regarde combien de temps cela nous a pris pour détruire les bataillons du Hamas à Khan Younes, et si on applique ça à Rafah, eh bien, ça nous prendrait 3, 4, 5 mois. Donc au moins 1 semestre avant que cette victoire totale et finale, et je ne parle même pas de la victoire à long terme, mais vraiment pour détruire les capacités militaires à Rafah, ça pourrait prendre 6 mois. Même aujourd'hui, nous avons la moitié des otages qui ne sont peut-être plus vivants. Si on attend encore 6 mois, la plupart de ces otages, voire tous ces otages, seront de retour dans des cercueils. Ça rend donc la situation beaucoup plus urgente. Ces otages ne sont pas des prisonniers de guerre, ce sont des hommes, des femmes, des enfants, des personnes âgées, parfois plus âgées que moi. Des personnes qui sont dans cette situation car elles ont été abandonnées à leur sort par nos dirigeants. On ne peut donc pas songer moralement ou pratiquement de sacrifier ces personnes qui ont été abandonnées il y a 6 ou 7 mois. Sacrifier tout simplement pour détruire des bataillons mythiques, 2 bataillons dans un camp de réfugiés ou à un autre endroit dans la région de Rafah. Nous avons donc la responsabilité de regarder le paysage dans son ensemble.
Les négociations doivent être menées de manière beaucoup plus déterminée. Nous devons trouver une solution à cette crise des otages et nous devons ensuite pacifier ou plutôt mettre un terme ou terminer le travail à Gaza. Nous devons également calmer la situation dans le nord, le long de la frontière libanaise avec le Hezbollah, et ainsi être en mesure de permettre aux 100 000 personnes israéliennes de rentrer chez elles, ces personnes à la bordure de la bande de Gaza et le long de la frontière libanaise, de rentrer chez elles, car ce sont des réfugiés dans leur propre pays. Ces personnes ne peuvent pas rentrer chez elles. Voilà la responsabilité de notre gouvernement aujourd'hui. Terminer les opérations à Gaza, régler la situation avec l'Iran, ce sont des choses qui pourront prendre des années, mais cela peut attendre. Cela peut attendre, ce n'est pas un problème. Nous devons sortir de cette impasse stratégique dans laquelle nos dirigeants nous ont plongés. L'armée a remporté de belles victoires, mais le leadership politique n'a pas pris de décision stratégique dès le début. Pendant 7 mois, Netanyahou et son cercle rapproché ont retardé ou ont hésité à prendre des décisions. Cela fait bientôt 7 mois que cette guerre a commencé et Israël n'a jamais défini de vision pour l'avenir. À qui allons-nous remettre la bande de Gaza? Qui dirigera la bande de Gaza? C'est une folie. On dit souvent que si on ne sait pas vers quel port on se dirige, on ne peut pas faire un bon voyage. On ne peut pas travailler s'il n'y a pas de direction politique. Voilà la priorité aujourd'hui et j'espère que nous allons nous réveiller et sortir de cette impasse stratégique. J'espère que nous allons faire montre de patience avec l'Iran car leur attaque a été un échec et j'espère que nous allons régler tous les autres problèmes. Ma dernière remarque, c'est que la situation est simple à Gaza. Nous devons nous assurer que le Hamas ne pourra pas reprendre la main sur la bande de Gaza. Il n'est pas dans l'intérêt d'Israël de rester à long terme dans la bande de Gaza. Nous y avons été pendant une génération et le résultat a été une évacuation que nous avons décidée. Le troisième élément, c'est qu'il y a des Palestiniens sur place. On ne peut pas faire venir des Français ou des Norvégiens ou des Africains du Sud dans la bande de Gaza pour diriger cette région. Ça doit être dirigé par des Palestiniens. Ils pourront être assistés par une coalition militaire de plusieurs pays arabes pendant les premières étapes. Mais en définitive, il faudra faire revenir l'autorité palestinienne, raviver, revitaliser. Parce que pour le moment, c'est une autorité assez faible. C'est la seule solution pratique, viable ou durable. Et nous devons changer de direction. Au lieu de nous obstiner encore et encore dans la même direction, nous devons travailler avec les Américains, avec nos voisins sunnites modérés et résoudre les problèmes ensemble. Merci beaucoup, Ehud Barak, d'être notre invité sur France 24 et merci à vous d'avoir regardé cette émission sur nos antennes. Thank you.